Voilà. Il a failli titrer son livre « La suprématie du vide » ou « Le gang des potiches ». Olivier Pourriol, écrivain, philosophe et chroniqueur au Grand Journal de Canal+ pendant une saison, raconte son expérience de la télé. C'est drôle, c'est mordant, un peu désespérant aussi, et c'est tout de suite dans Medial Mag. Olivier Pourriol qui publie donc On Off chez Nil Éditions, qui nous réserve sa première interview télé et radio. Donc bonjour et merci. On rigole parce qu'on a dû refaire la prise. Hein. Puisque vous racontez les coulisses d'une émission, on va faire la coulisse de la nôtre. Donc je dis merci parce que ça n'a pas été facile de conserver cet exclu. Le Grand Journal a tout fait cette semaine pour vous inviter. Est-ce que vous avez été surpris déjà de leur démarche ? Franchement, oui et non. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai observé, c'est la fébrilité dans une temporalité qui a 24 heures en fait, de durée de vie. Et en même temps, oui. Donc pendant 24 heures, c'est-à-dire que l'info sort, les meilleures pages de votre livre sont publiées par le Parisien Magazine, elles vont être publiées, il y a un site internet qui les sort, et là il y a une espèce d'énervement, et le Grand Journal veut absolument vous avoir en plateau, c'est ça ? C'est étonnant parce que pendant un an ils m'ont eu, et puis là tout à coup ils me veulent. Ils veulent vous faire parler en plus. Ouais, c'est ça qui est le plus surprenant. Pourquoi vous avez refusé ? Vous auriez pu y aller et rester silencieux pendant toute la séquence. Mais franchement, quand on écrit un livre qui explique les raisons d'un silence et qui essaye de s'inscrire dans une temporalité longue, c'est pas pour replonger dans la temporalité trop courte. D'accord, donc vous n'irez pas non plus la semaine prochaine. Elle s'en scoop. Qui sait ? Non, vous n'irez pas, c'est décidé, vous ne changerez pas d'avis. D'accord. On, tu existes, off, tu n'existes pas. C'est comme ça que vous expliquez le titre du livre. À partir de combien de temps vous avez compris que vous alliez finalement rester off, que ce Grand Journal n'allait pas vous laisser exister ? Quelques semaines, quelques mois ? Bizarrement, je l'ai compris le premier jour, mais et les choses qu'on sait, et puis les choses qu'on accepte de comprendre. Vous savez, c'est ça le problème généralement dans une vie, c'est on sait quelque chose, mais la vie qu'on mène ne correspond pas à ce qu'on sait. Et j'ai essayé, sincèrement, pendant toute une saison, j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose. Je ne suis pas allé pour faire un livre, je suis écrivain, on est venu me chercher. J'ai essayé de faire quelque chose dans ce système-là. Et il y a un moment où je me suis aperçu que ce que j'avais mieux à faire, c'était de redevenir écrivain. D'accord, c'est ce que vous avez fait à la fin de la saison. On verra pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt tout à l'heure. Renaud Levantim, qui est le producteur du Grand Journal, vous a répondu sur le site du Point, lepoint.fr. Il dit qu'il ne reconnaît pas son entreprise dans votre livre. Alors, il vous soupçonne aussi d'avoir enregistré certaines conversations. Oui, vous voulez voir mon téléphone portable ? Je vais vous le montrer. Parce que Opération Transparence. C'est amusant. 1975. C'est un modèle qui a effectivement 3 jours d'autonomie, qui ne permet que de téléphoner. D'accord, voilà. Ok. Bon, donc ça répond à la question. Et vous prenez des notes chaque soir ? Non, je n'ai pas pris de notes parce que je ne voulais pas être double. Je ne voulais pas être moi-même dans une duplicité. Je ne voulais pas être non plus dans le confort de mon métier réel, qui est l'écriture. Je ne voulais pas me donner cette sécurité. J'ai vraiment essayé de rentrer là-dedans avec sincérité. Certains disent avec naïveté, mais la naïveté, il y a 2 styles de naïveté. Il y a la naïveté qui est subie, qui n'est pas choisie. C'est la naïveté de celui qui ne sait pas où il met les pieds. Moi, je savais où je mettais les pieds, mais j'étais naïf volontairement. Parce que la naïveté, c'est faire confiance. Faire confiance à l'humain. Il y a un moment, on peut espérer qu'avec la formation que j'ai une formation de philosophie, je suis écrivain, j'ai été formé par ce qu'on appelle les humanités. Eh bien, la naïveté, ça consiste à essayer de faire partager ces humanités. Là, c'est le philosophe qui parle, mais enfin, quand, par exemple, le rédacteur en chef de l'émission vous dit la blonde, c'est les questions de blonde, le chauve, c'est les questions de chauve, le chevelu, c'est vous, c'est les questions de chevelu, c'est-à-dire, en fait, les questions, l'idée, c'est de prendre de la hauteur. Vous avez vraiment cru qu'on pouvait prendre de la hauteur en 3 minutes ? Ça rejoint les critiques sur votre naïveté. On a combien de temps aujourd'hui ? Moi, avant d'aller au Grand Journal, j'ai fait des pastilles pour Orange, des pastilles de 4 minutes. Mais qui étaient tournées, réalisées. Certaines, je les ai réalisées moi-même. C'était sur le lien entre des philosophes et des films. On avait le catalogue de Warner. Oui, parce que vous avez des philosophes, c'est Spinoza, c'est Bergson, c'est Hegel. Alors oui, en 3 et 4 minutes, on peut faire quelque chose qui a du sens. Mais là, c'est une émission légère. C'est une émission grand public. Vous l'avez vu, cette émission, vous la connaissiez ? Bien sûr, j'ai même été invité. Et c'est pour ça que j'ai été recruté. C'est-à-dire qu'on m'a trouvé bon comme invité. On m'a trouvé excellent comme invité, suffisamment pour ne pas me faire passer de casting et me prendre directement comme chroniqueur. La réalité, c'est qu'en fait, il y a 2 côtés dans une table. Voilà. Alors on va s'appuyer sur des extraits de l'émission. Tiens, un moment de vérité, peut-être où la mécanique du Grand Journal déraille un petit peu, c'est ce que vous nous direz peut-être, on va voir. Novembre 2011, Harry Roselmack apostrophe Henri Guénaud sur le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar et le fameux homme africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire. Regardez.
C'est très intéressant le discours de Dakar. Quand on critique des phrases qui sont tirées presque mot pour mot de Aimé Césaire, il y a quelque chose de risible, pardon, mais c'est pas le sujet. Plus de Hegel que d'Aimé Césaire. Non, c'est faux. Si. Faux. L'état de nature de l'homme africain, c'est de l'hegelien pur et dur. C'est un copier-coller de Non, Hegel. ça n'est pas vrai. C'est totalement inexact. C'est un mensonge pur et simple, mais c'est pas. Ce n'est pas un mensonge. On peut vérifier l'état de nature, la non-historicité de l'homme africain, c'est du Hegel. Laissez entrer Hegel a écrit ce discours sur l'Afrique j'ai lu Hegel, cher ami. au début du 19e siècle. On ne peut pas le reprendre de façon in extenso en 2007. J'ai lu Hegel et je n'ai pas repris Hegel et je ne suis pas allé chercher mes sources dans Hegel. Et d'ailleurs, je ne suis pas hegelien. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis sarkozyste, dit Jean-Louis. Jean-Louis. La technique qui est de parler avant la reprise du moi, plateau. j'ai lu dans son bouquin qu'il faut parler au moment où il y a les reprises, les traductions, les applaudissements. Ouais. Donc il y a toute une série de moyens comme ça. Me dites pas que vous avez appris quelque chose dans ce livre. Ça me surprendrait vraiment. Non, mais les trucs que vous utilisez, c'est pas mal, franchement. On parlera tout à l'heure des techniques pour empêcher d'être coupé. C'était l'autre pastille. Donc si vous voulez faire n'importe quoi dans cette émission, continuez. Mais c'est moi qui présente, c'est moi le patron et il y en a marre. Non, allez, sérieux, parce que chez nous aussi, il faut les tenir. Non, mais je pense qu'ils sont beaucoup mieux lotis que vous l'étiez en gros journal. En tout cas, c'est ce que vous dites dans votre témoignage. Il y a une citation, je crois que c'est le rédacteur en chef adjoint qui à un moment vous dit mais ici on ne parle pas des poètes morts. Alors évidemment là il y avait Hegel d'un seul coup, c'est ce jour-là des philosophes. Enfin cette phrase-là, vous savez. Aimé Césaire qui était cité aussi sur ce plateau. Oui, vous avez dit parfois quoi, ça déraille quand vous jouez au flipper, ça tilte. Et ben, ce jour-là, moi j'ai tilté quand un rédacteur en chef adjoint m'a dit on ne parle pas des poètes morts pour m'interdire de parler de Prévert, de Desnos et de Vian, qui était récité dans le spectacle de Trintignant au théâtre de l'Odéon. Là, je me suis dit, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Je ne peux pas continuer à travailler avec quelqu'un comme ça. Comment on va faire pour vivre les mois qu'on a à partager ensemble? C'était au mois de novembre, donc c'était très tôt dans l'année. Et puis, voilà, le reste était à l'aune de ce tilt. Pourquoi initial. vous n'êtes pas parti? Pour l'argent? C'est ce que bien vous sûr, dites quasiment. évidemment. Moi, vous savez, je suis écrivain. Alors, si vous connaissez l'économie du livre en France, enfin, de manière générale, être écrivain, c'est même un mot qu'on a du mal à prononcer parce qu'on ne peut pas vivre de ses livres. Moi, j'en suis à mon 8e ou 9e livre publié. Quand tout à coup, quelqu'un vous appelle, vous marchez dans la rue, vous n'avez rien demandé à personne, on vous appelle, on vous propose vraiment une sorte de jackpot. On multiplie vos ressources qui sont le fruit d'un travail 10 à 15 épuisant. 000 euros par mois. 10 à 15 000 Oui, euros. bien sûr. Donc c'est Pour ne énorme. rien foutre, hein, c'est vos mots. Ça, c'est ce que j'ai découvert après. Moi, je pensais que j'allais pouvoir travailler. Et c'est ça qui m'a le plus surpris. C'est la disproportion entre ce qu'on me proposait de gagner et ce qu'on me proposait de faire. Et voilà, je suis pas là pour faire des leçons de morale, la question du mérite, etc. Mais il y a quand même un moment où on se regarde soi-même, on se dit, mais c'est pas possible. Voilà. Et c'est cette surprise qui est à l'origine aussi de ce livre. Mais vous avez un peu, vous le dites dans le livre, un peu honte de rester pour ça. La question de l'arbitrage entre le bien et le mal, pour un être humain, elle est modulée par à partir de combien tu es prêt à faire quelque chose que tu trouves mal en faisant comme si c'était bien. Et pendant combien de temps tu vas tenir? En fait, c'est une espèce de rodéo. Voilà. Et le rodéo, là, finalement, même mon attaché de presse m'a dit, je ne pensais pas que tu tiendrais aussi longtemps. C'est une forme de résistance aussi, de voir jusqu'où on peut aller dans le rodéo. Résilience de la philosophie face à la télévision, c'est c'est terminé ça? par une absurdité absolue. Pour vous qui êtes aussi spécialiste de cinéma, c'est que pendant tout le festival de Cannes, vous y êtes sans participer à une seule émission. Donc vous êtes vraiment du payé. coup, j'ai là, vraiment pu voir les films. Rien faire. Et pour une fois, vous avez pu voir les films. On va voir un autre extrait et on va venir, pardon messieurs, au moment où on parle des coupes et de la façon d'éviter les coupes en montage. Donc c'est un extrait d'une émission avec Franck Dubosc. On est en septembre 2011, 29 septembre 2011. Regardez. Votre film, en fait, ça ressemble un peu à un film d'horreur quand même. Ça commence comme une comédie, c'est un peu Bienvenue chez les Ch'tis, puis on pourrait se dire c'est Bienvenue chez les cons, parce que c'est le principe de départ. Hein. Vous êtes un con qui arrive et qui transforme un peu la vie de tout le monde. Et je me demandais si vous en aviez pas marre de jouer les cons, si vous rêvez pas de faire un ciao pantin, ou alors s'il y a vraiment une jouissance particulière, si c'est supérieur comme plaisir de jouer le con dans un film. Alors, je vais juste dire quelque chose avant sa réponse. Pour jouer les cons, il faut être très intelligent. Oui, ça, je le sais. C'est ce que vous avez dit. Ouais. Ça, je lui demande. Et c'est vrai, voilà, un acteur con peut pas jouer un con. Ça, c'est. J'ai pas dit ça, hein, vous avez remarqué. Non, Je vais faire la différence. Non, et c'est des rôles très intéressants à jouer. En revanche, vous avez dit bienvenue chez les cons, c'est un con qui va chez les autres.
Oui, terme est mal à propos. Ça a l'air d'être un Si c'était parce que vous ne connaissez que Bienvenue chez les Ch'tis comme comédie, il fallait en trouver une autre. Non, Ensuite, c'est le premier plutôt truc. comédie italienne. Permettez-moi de critiquer votre phrase à mon tour. Maintenant, vous me dites si j'en ai pas marre. Moi, j'ai envie de dire aux journalistes, est-ce que vous n'en avez pas marre de me poser cette question? Jugez mes films et pas ma carrière, je m'en charge. J'étais devant ma télé ce jour-là et je me suis dit, il est vraiment blessé et il a taclé Pourriol. Ouais. Pour rien vous cacher, moi qu'est-ce qui a été coupé? Alors j'ai eu un frisson dans la colonne vertébrale parce que j'ai senti que je l'avais blessé. Et c'était pas du tout le sens de ma question, même si j'avais été poussé par l'appareil de production à prendre du relief, donc à faire des questions qui bougent, qui bousculent éventuellement l'invité. Mais c'était une vraie question que j'ai posée. Et quand j'ai vu que je l'ai blessé, en fait, je lui ai présenté mes excuses instantanément. Je dis, je vois que je vous ai blessé, je vous présente mes excuses. C'était pas le sens de ma question. J'ai des modèles qui sont la comédie italienne, Vittorio Gassman dans Le Fanfaron de Dino Risi. Et là, tout à coup, il dit, oui, c'est vrai, vous prenez un peu pour tous les journalistes, mais parce qu'on m'a tellement posé cette question que j'en ai marre. J'ai écouté, je m'excuse, écoutez, j'accepte vos excuses, je réagis un peu trop vivement, mais c'est vrai qu'après tout, au fond, on me propose que des rôles de con, c'est un peu mon fond de commerce. Donc ça s'adoucit en fait. Mais bien sûr, non seulement ça s'adoucit, ça s'humanise, et je m'aperçois que j'ai été lancé trop fort et trop loin, et que c'est pas ma nature, et je dis, ok, alors de quoi on parle? Et puis finalement, ça finit par un truc très sympa, il dit, bah, proposez-moi des rôles d'autres choses que ça, et puis Valérie Lemercier finit en disant, moi aussi je veux des rôles de conne, et ça a fini sur un éclat de rire. Et moi, je sors de là, je suis satisfait parce qu'on a rétabli un échange équilibré humain. Et le lendemain, je découvre que c'était coupé au montage et que je passe pour un connard qui pose une question à Dubosc, une question détestable. Et d'ailleurs, on voit, je sais pas, on voit que je me décompose. Moi, je suis arrivé, j'étais encore de bonne humeur au début de cette émission. Et puis là, je me suis dit, ok, j'ai été trop loin. Et après, j'ai été utilisé. Et puis, quand j'en parle au producteur, il me dit, mais non, c'est génial, c'est parfait, c'est un talk show un peu à l'américaine, on bouscule les invités. Et la réalité, c'est que c'est pas ça du tout qu'on ressent. Et vous allez inventer donc une technique pour prendre la parole, notamment avec les invités étrangers, pendant les traductions, pour être sûr de ne pas être coupé au montage.